Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci d'être avec nous chaque jour, d'être de plus en plus fidèle avec Philippe David. C'est Philippe David, vous écoutez. C'est mon appli qui est parti Sud Radio. Voilà, et c'est-à-dire que nous nous entendons en écho. Coupez-moi ce téléphone, Philippe David. Je vais carrément l'éteindre. Bienvenue, on le disait, dans les vraies voix, 0826 300 300, petit problème au démarrage. Avec, il est parti tout seul. Bah oui, il est parti tout seul, le coup. Ça va, Philippe David? Oui, très bien, et vous? Apparemment, ça va bien. Bienvenue en tout cas dans les vraies voix jusqu'à 19h avec nos éditorialistes du jour. Vous, bien sûr, vous avez la parole, 0826 300 300, c'est votre numéro. Allez, le sommaire de cette émission. On va revenir sur cette question. Les outrances de la NUPES vont-elles éloigner finalement durablement la gauche du pouvoir? Après le refus de Jean-Luc Mélenchon d'appeler au calme durant les émeutes, on ne parle plus de divergence de stratégie ou de politique au sein de la NUPES, mais d'un fossé qui sépare aujourd'hui le chef de file de la France Insoumise du reste de la gauche, Philippe. Oui, Cécile. D'ailleurs, on voit sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, les règlements de compte à la NUPES, comme il y avait règlement de compte avec Coq-Oral, entre les Insoumis et les communistes. Ce matin même, dans le Grand Matin de Sud Radio, Stéphanie de Muru interviewait Stéphane Le Foll, et le moins qu'on puisse dire est qu'il avait des mots forts contre la NUPES, y compris pour les prochaines européennes. Alors, est-ce que pour vous, la NUPES, avec ses outrances, va maintenir la gauche éloignée du pouvoir pendant longtemps? Ou est-ce que vous pensez que, comme le disait Jean-Luc Mélenchon il y a quelques années, il faut tout conflictualiser pour essayer d'arriver au pouvoir? Dans tous les cas de figure, on attend votre avis au 0826 300 300. Et donc à cette question sur notre compte Twitter, les outrances de la NUPES vont-elles éloigner durablement la gauche du pouvoir? Vous dites oui à 82%. Et puis réinjecter encore de l'argent dans les banlieues, est-ce finalement la bonne solution? C'est à 18h30 pour notre coup de projecteur des vraies voix. Pour réduire les écarts entre les territoires et améliorer l'attractivité des banlieues, la France consacre chaque année 10 milliards d'euros aux banlieues. En 2012, la Cour des comptes déclarait déjà que les plans banlieue était devenu une machine sans compteur. 10 ans plus tard, le dernier événement dramatique ont montré que la politique de la ville reste encore un échec, Philippe. Oui, Cécile. Rappelons simplement que le premier plan banlieue date de Valéry Giscard d'Estaing, donc ça date un peu, 46 ans, 1977, fait par un ministre qui s'appelait Lionel Stoléru. Alors, est-ce que pour vous, les plans banlieue, c'est un peu comme les Gosplan dans l'ex-Union soviétique? Plus il y en a, moins ça marche, mais on continue. Vous pensez qu'il faut réinjecter de l'argent dans les banlieues, ou vous pensez qu'il faut arrêter et passer à d'autres méthodes? On vous attend encore et toujours au 0826 300 300. Et donc à cette question, réinjecter encore de l'argent dans les banlieues, est-ce la solution? Vous dites non à 97%. Bienvenue à tous, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et notre Philippe Bilger qui est avec nous, fringant, beau comme un camion tout neuf. Oui, fringant comme un gardon. Voilà, fringant comme un gardon. J'ai télé ce matin, alors évidemment, cravate. Monsieur fait de la télévision. Voilà, oui, monsieur fait de la télé. Donc c'est pas pour nous que tu fais tous ces efforts. Monsieur vous êtes très élégant comme vous êtes. Il est omnicanal. Vous avez vu, vous avez remarqué. Voilà. Omniprésent. Voilà. Et Tom Conan est avec nous. Ça va, Tom? Ça va très bien, sans cravate, mais ça va quand même. C'est ça. Le jour où tu en mettras une. Ouais. Ça m'est arrivé quand j'y étais contraint. Les poules auront des dents, comme on dit. Et vous savez comment disent les Anglais? Les vaches voleront. Voilà. Ah ouais? Cows will fly, oui, c'est les poules auront des dents. J'aime Et on beaucoup cette rappelle version. C'est intéressant. Votre livre, auteur de Pollution, publié chez Albin Michel, et Joseph Touvenel, directeur de la rédaction du Capital Social, dont le dernier numéro vient de sortir. On vous le montre. La France, puissance maritime. Bonsoir, Joseph. Bonsoir. Qu'est-ce que ça veut dire? La France, c'est le plus grand pays du monde en surface quand on prend notre territoire maritime. Nous sommes les numéros 1. Qui le sait? C'est une bonne nouvelle d'être numéro Et quelque qu'en part. fait-on? C'est des perspectives d'évolution. Si on en a la volonté, on peut se dire que l'avenir, c'est celui qui a des espaces. Nous sommes le plus grand pays au monde avec notre espace maritime devant les États-Unis, que nous avons battu il y a un peu moins d'un an parce que nous avons gagné quelques îlots. C'est l'ONU qui a dit oui, c'est bien français. Mais qu'en fait-on? Voilà, on pose la question dans ce numéro, notamment dans le dossier. En tout cas, sujet de philosophie, a-t-on touché le fond parce qu'on a le plus grand espace maritime? Ça pourrait faire un nouveau numéro. Je vous invite en tout cas à lire ce trimestriel Capital Social. Comment on le récupère? Vous allez sur Internet, vous faites Capital Social Magazine, vous vous abonnez, vous le commandez au numéro et vous l'aurez rapidement chez vous. Et voilà, c'est le numéro 5 du mois de juin. Qu'est-ce que c'est? Oui. Merci à lire absolument. Avec notre vraie voix auditeur et qui s'appelle Paul aujourd'hui, qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonsoir, Bonsoir Paul.
Oui, bonsoir à tous, bonsoir Cécile, bonsoir les deux Philippe, bonsoir Tom et bonsoir Véro. Bonsoir. Oh là là, Bonsoir. donc, C'est un bonsoir général. Incroyable. Vous faites quoi dans la... Il faut être poli. Vous avez bien raison. Vous faites quoi dans la vie, Paul? Moi, je suis toujours agriculteur dans le Lot-et-Garonne. Ah ouais. Voilà. Et vous faites des fruits et des légumes, c'est ça? On fait des fruits et des légumes, des canards gras, un peu de céréales aussi. Voilà. Ah, ben bien. C'est quoi les fruits du moment, de la saison en ce moment? Là, on est dans les fraises, et ensuite, on a des poivrons, des tomates. Voilà. On arrive, Paul, bougez pas. Pas de problème. On va ramener nos fraises. dans 5 minutes. Et puis, l'info du jour, écoutez. Hello, Dolly, oui c'est moi, Dolly, dans le monde entier. Est-ce que vous savez pourquoi cette chanson? Pas de rapport avec Annie Non. Cordy. On aimait beaucoup. Mais Hello Dolly, Oui, et pourquoi? Le Dolly. une mort ou, Non. ou Mieux un que ça. anniversaire. À un anniversaire, oui, assez original. C'est l'anniversaire du clonage de la première brebis clonée qui s'appelait Ah oui. Dolly, D'accord. ouais, premier mammifère Hello. cloné en Écosse. Et ça date de quelle année ça, à peu Ouais, près, ça date du 5 juillet 96. C'est ancien déjà. C'est d'accord. vieux, hein des... Ah oui. Il y a Voilà. Gertrude à laquelle je pensais, mais c'est dans le cadre de Neuralink, vous savez, la société d'Elon Musk, mais ça c'est plus récent. Pour le coup. Oui, c'est beaucoup Parce plus qu'il y a récent. des scientifiques qui nous ont demandé ce qu'on peut cloner Philippe David, j'ai dit non. Voilà, j'ai dit non tout de suite. Oui, je crois pour des raisons éthiques, non Ouais, les- Si on donnait Philippe David, non, on en a déjà un. Mon Dieu. Allez, tout de suite le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous voulez requérir contre la fureur du langage, l'outrance de l'hostilité et la fascination de l'excès. Oui, parce que Comme c'est il y a, bien dit. il y a quelqu'un qui me frappe à LFI parce que j'avais entendu parler de lui lorsqu'il venait, par exemple, parfois à CNews. On me disait qu'il n'était pas du tout le même que à l'Assemblée nationale. Je veux parler d'Antoine Léaumont. En permanence, il est dans l'outrance, dans l'invective et dans la posture vindicative. Et je me demande si finalement, eh bien, ça n'est pas cette posture dont il a besoin. Au fond, j'ai parfois l'impression, jamais ici, ça va de soi, même pas hier ou même pas avant-hier, qu'il y a des êtres qui sont tellement désireux de violence, même verbale, qu'au fond, cette violence devient leur seule finalité, que la pensée n'existe plus, que le langage, dans sa provocation, gouverne l'idée et qu'au fond, c'est une sorte d'agressivité qui constitue l'alpha et l'oméga de leur attitude. C'est peut-être un peu compliqué pour C'est quoi, mes le fond amis chroniqueurs. La forme non. plutôt que le fond, c'est ça? En gros, Oui. on peut Non, dire, mais- ma chère Cécile. Non, mais oui, tu peux parler de l'emphase, le fait que les gens insistent peut-être un petit peu trop, effectivement, sur certains points ou dans une forme qui serait un peu paroxystique, je sais pas. Mais effectivement, parfois, on peut le voir. C'est une tendance qui est assez générale. En fait, on le voit à la fois au spectre, sur le spectre politique, à l'extrême droite et même à l'extrême gauche, effectivement. Mais j'ai l'impression que c'est pas toujours une posture qui est très sincère, effectivement. Je pense qu'ils sont en fait contraints d'une certaine façon pour exister. C'est pour ça que je leur jette pas toujours la pierre. Je suis sûr que la plupart de ces personnes sont beaucoup plus calmes, effectivement, dans un contexte différent. Je sais pas, un colloque ou une discussion privée, etc. Et en fait, je pense qu'ils sont obligés aussi de faire ça d'une certaine façon, ou alors ils se sentent obligés parce qu'il faut exister médiatiquement, il faut exister sur les réseaux, il faut exister sur Twitter. Regardez même dans les mots, c'est vrai dans le verbe, mais c'est vrai également dans les mots écrits sur Twitter où vous voulez. C'est toujours effectivement des termes qui sont radicalisés, qui sont extrêmes. Alors que parfois c'est pas toujours nécessaire. Je pense que c'est pour exister, remonter dans l'algorithme et exister médiatiquement, publiquement. Joseph Touvenel. C'est sans doute aussi un problème de caractère. On sait qu'il y a des gens qui sont timides et qui, alors, quand ils s'expriment, pour passer par-dessus leur timidité, alors là, ça explose et vont devenir très agressifs. Je ne sais pas si c'est le cas, mais ça arrive. Et puis, il y a le phénomène de groupe. C'est-à-dire que quand je fonctionne avec un groupe, je prends le langage du groupe, je prends l'habitude du groupe, et même si c'est pas ce que je ressens, ce que je serais tout seul, eh bien, je le reproduis. Et je n'ai pas cru comprendre que LFI, la NUPES, c'était des gens particulièrement calmes, posés, avec un langage fleuri. Et donc ça doit déteindre sur les autres. Mais après, c'est vrai ce que tu dis sur la NUPES, mais c'est vrai aussi à l'extrême droite. À l'extrême droite, pour ceux qui ont aussi des idées radicales, parce que je pense que la radicalité, elle est de droite comme de gauche. Évidemment, c'est pas. Il y a les radicaux du centre. Les radicaux du centre, c'est ceux qui veulent à tout prix nous vendre l'Europe qui est en train de nous tuer. Oui, c'est vrai. Donc la radicalité, ça c'est des classements politiques qui aujourd'hui n'ont peut-être
peut-être plus de sens. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est définir que ce qu'est la droite et ce qu'est la gauche. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'extrême droite comme à l'extrême gauche, il y a une très très grande virulence qui effectivement parfois est pas toujours justifiée, mais c'est parce que c'est aussi leur manière de gouverner, Pas c'est leur au manière. Parlement. Pardon ? Pas à l'Assemblée nationale. Non. Mais en tout cas, dans les médias, c'est certain. Et c'était dit par l'auteur d'un livre qui s'appelle Radical, qui s'appelle Tom Conan. C'est ce que j'ai observé, voilà, effectivement. Allez, vous restez avec nous. On va revenir sur ces outrances justement de la NUPES. Vont-elles éloigner durablement la gauche du pouvoir ? Puisque vous avez vu Olivier Faure du côté PS, que ce soit Fabien Roussel du côté PC. Finalement, il y a une distance qui se crée. Ça crée des mouvements. On en parlera dans quelques instants. 0826 300 300. On est ravis de vous accueillir au standard, en tout cas jusqu'à 19h. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Avec nous aujourd'hui Philippe Bilger autour de la table, Tom Conan et Joseph Touvenel. 0826 300 300. On est bien entendu en direct avec le Tour de France. Dès que ça arrive, à n'importe quel moment, on prendra le direct. En attendant, c'est les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les Vraies Voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Peut-être que votre 3 mots dans l'actu sera séparé en deux. Donc en tout cas, c'est restrictions, centrales et lycée. Couper l'accès aux réseaux sociaux en cas d'émeute. Les propos du président Macron provoquent une levée de bouclier. Alors le gouvernement temporise. Il s'agirait seulement de suspendre temporairement certaines fonctionnalités des plateformes. L'inquiétude à Zaporijia et bien au-delà en Europe, l'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de vouloir piéger la centrale nucléaire. Et puis c'est désormais officiel. La région Île-de-France vient de baptiser lycée Rosa Parks, un nouvel établissement qui avait choisi de s'appeler Angela Davis. 2 figures de la lutte des droits civiques, mais la seconde était jugée trop clivante par Valérie Pécresse. Les Vraies Voix Sud Radio. Couper les réseaux sociaux comme la Chine, l'Iran, la Corée du Nord. OK Kim Jong-un. Réaction d'Olivier Marleix pour LR ou de Mathilde Panot pour LFI. Levée de bouclier après ces propos du président Macron devant des maires de communes réunis à l'Élysée hier. Selon le chef de l'État, je cite, « Il faudrait peut-être pouvoir couper les réseaux sociaux quand les choses s'emballent ». Hier soir, le ministre du Numérique promettait aux sénateurs un groupe de travail sur le sujet. Mais face à la polémique, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a fait le service après-vente des propos présidentiels tout à l'heure. Il ne s'agirait pas d'un blackout total sur Internet, mais seulement de suspendre certaines fonctionnalités précises de certaines plateformes. Faut-il des outils dans la loi pour permettre dans de telles situations d'intervenir à nouveau? Y a-t-il besoin de précision? Eh bien, c'est ce groupe transpartisan qui devra travailler cette question. Et ça peut être des suspensions de fonctionnalités, comme ça a pu être le cas. Ça veut dire que vous avez par exemple des fonctions sur certaines plateformes de géolocalisation qui permettent à des jeunes de se retrouver à tel endroit en montrant des scènes et comment mettre le feu, etc. Et donc, c'est des appels à organisation de la haine dans l'espace public. Et là, vous avez autorité pour pouvoir suspendre le temps de... Olivier Véran après le Conseil des ministres. Et on part tout de suite sur le Tour de France. C'est l'arrivée de Les fromages et produits frais lait de brebis 64 présente. Sud Radio fait son Tour de France. L'arrivée de l'étape Pau-Larin, 153 km. On retrouve notre consultant Vincent Barthaud. Bonsoir Vincent. Bonsoir, un Australien ici sur cette première étape des Pyrénées qui a ouvert le bal dans ce Tour de France. Jay Hindley va non seulement s'imposer, il va gagner cette étape, il a gagné l'an dernier le Giro 2022, c'est sa première participation au Tour de France et non seulement il va gagner cette étape mais il va aussi revêtir le maillot jaune. C'est incroyable ce que cet Australien a pu faire aujourd'hui alors que tout à l'heure on va le voir. Cette étape des Pyrénées, elle a été terrible pour tout le monde. Jay Hindley franchit actuellement la ligne d'arrivée. Il est fou de joie, ce coureur de la Bora. C'est incroyable. Alors que derrière, regardez, la grosse surprise du jour, c'est Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard, le vainqueur sortant du Tour de France, qui a déclassé, qui a lâché Pogačar dans la dernière ascension, dans l'ascension de Marie Blanc, qui a fait un terrible dégât sur tous les coureurs. Pogačar et à pratiquement un peu plus de 40 secondes de retard. Vingegaard va donc prendre une bonne option pour ce Tour de France. J'espère qu'on va voir arriver Pogačar. Il ne devrait pas trop tarder, mais c'est l'énorme surprise aujourd'hui. Pogačar qui normalement perd une bonne option de gagner le Tour. Vingegaard est vraiment très très fort. On n'aurait pas forcément cru depuis le début du Tour, mais aujourd'hui c'est la surprise. Voilà Pogačar qui est tout simplement accompagné de son coureur, le maillot jaune, Adam Yates. Voilà 57 secondes que Hindley a franchi la ligne. Et Vingegaard, normalement, devrait prendre une bonne option pour la
suite de ce Tour de France. Merci beaucoup Vincent Barthaud. Et on rappelle, c'était l'étape de Pau à la Reims, première étape de montagne dans les Pyrénées, 153 km. Sud Radio fait son Tour de France. Avec les fromages et produits frais, lait de brebis 64. Et nous sommes toujours en direct, bien entendu, avec les vraies voix, avec ce deuxième mot de l'actu avec vous, Félix Mathieu. La centrale nucléaire de Zaporijia au cœur d'une partie de poker menteur entre la Russie et l'Ukraine. Autour de la Russie d'accuser l'Ukraine de vouloir commettre des actes subversifs sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Elle est aux mains de l'armée russe depuis août 2022, mais avant ces affirmations du Kremlin, au contraire, le président ukrainien Volodymyr Zelensky accusait les Russes d'avoir piégé les lieux. Les radiations constituent une menace pour tous les habitants de la planète et une centrale nucléaire doit être entièrement protégée contre tout incident lié aux radiations. Or, nos services de renseignement nous informent que les militaires russes ont installé sur le toit de plusieurs bâtiments des objets semblables à des explosifs. Peut-être pour simuler l'attaque de la centrale, peut-être ont-ils un autre scénario. Quoi qu'il en soit, le monde voit que la seule source de danger pour la centrale nucléaire de Zaporijia est la Russie elle-même et personne d'autre. Des Russes qui, selon l'Ukraine, pourraient avoir piégé la centrale nucléaire pour ensuite accuser l'Ukraine de l'avoir bombardée. Des renseignements ukrainiens, des rumeurs évoquent même une évacuation des environs qui serait en cours. De son côté, l'Agence internationale de l'énergie atomique réclame un meilleur accès à la centrale nucléaire pour pouvoir vérifier qu'il n'y a effectivement pas d'explosifs. Philippe Bilger, une réaction, c'est une autre guerre. Ça fait peur. Bien sûr. C'est du terrorisme nucléaire. Ah ben, on a très peur, parce que tout est possible. Non, mais clairement, et je pense qu'effectivement, vu là le bourbier dans lequel on est, il peut y avoir encore beaucoup de rebondissements. On sait absolument pas ce qui va se passer, surtout qu'il y a vraiment une tectonique des plaques, j'ai envie de dire, y compris sur un plan économique, politique. Donc la conjonction de tout ça va créer beaucoup d'incertitudes. Et moi, je pense que, comme disait Nietzsche, l'homme se venge. Et à un moment donné, il y a un ressentiment qui est très très fort également chez certaines personnes, qui peut ensuite se matérialiser par des actes violents. Joseph Touvenel. On sait que dans la guerre, la première victime, c'est la vérité. Et donc, qui croire ? Nous, on est dans un camp, en France, donc on a des informations, et c'est légitime, qui sont les informations d'un camp, plutôt qu'un autre. Maintenant, on sait que c'est dangereux, parce que ça s'appelle la guerre. Il faut que chacun prenne conscience de ça. Quand certains disent, oui, il faut y aller, qu'ils prennent conscience que la guerre, ce sont des victimes, c'est de la tristesse, et ce sont des morts. Troisième mot, c'est officiel, il n'y aura pas de lycée Angela Davis à Saint-Denis. Oui, le paradoxe dans cette histoire, c'est que cette figure américaine de la lutte des droits civiques ne va pas rejoindre Pierre Perret, l'un des noms d'école les plus donnés en France, lui qui chantait ça. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily. Ce nouveau lycée à Saint-Denis s'était choisi ce nom, Angela Davis, mais la région Île-de-France s'y est opposée, a même acté ce refus officiellement tout à l'heure en le nommant lycée Rosa Parks, autre figure de la lutte antiraciste aux États-Unis. Rosa Parks qui avait déclenché un mouvement de révolte en refusant de céder son siège à un blanc dans un bus aux règles ségrégationnistes. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a justifié ce refus du nom d'Angela Davis tout à l'heure en mettant en avant les propos d'une tribune co-signée en 2021 par l'universitaire américaine. L'État français faisait preuve de racisme systémique. Je crois que dans ces conditions, et compte tenu du fait qu'Angela Davis est toujours vivante et qu'elle peut continuer de s'exprimer de manière très positive sur l'État français, et compte tenu des événements qui ont lieu en ce moment, et de la nécessité de faire respecter les lois de la République dans tous les lycées d'Île-de-France, dans tous les quartiers d'Île-de-France, je crois qu'il est nécessaire que nous rejetions ce nom d'Angela Davis. Cette tribune co-signée en 2021 fustigeait la mentalité coloniale qui se manifeste dans les structures de gouvernance de la France, en particulier, je cite, vis-à-vis des citoyens et immigrés racisés. Il y avait des choses peut-être plus urgentes objectivement, mais si elle avait voulu changer, je pense qu'elle aurait dû mettre le nom de la jeune lycéenne de 15 ans qui, avant Rosa Parks, a refusé de céder sa place. Je n'ai plus le nom en tête, je compte sur notre aide-mémoire. Mais c'est une jeune lycéenne de 15 ans et donc c'est dommage. Après, ça me paraît un peu absurde en effet, mais bon, après, heureusement que le nom qui a été substitué est finalement à peu près équivalent d'un point de vue symbolique, heureusement. Encore mieux. Joseph, 2 secondes. On est en retard.
Et non, mais ça voudrait nous faire croire qu'en France, jamais personne n'a lutté contre le racisme. Pourquoi aller choisir des gens aux États-Unis On a en France des gens qui ont lutté contre le racisme, on pourrait aussi les honorer. Et qui méritent, effectivement. 0826 300 300, restez avec nous. Le grand débat du jour dans quelques instants. Les outrances de la NUPES vont-elles éloigner durablement la gauche du pouvoir? Pour l'instant, c'est un grand oui sur notre compte Twitter. Mais vous avez peut-être une opinion différente, on a envie de l'entendre. On vous attend en standard, à tout de suite. Il est là, notre Philippe David, il dit des bêtises en antenne. Hein, c'est son, voilà. Et à l'antenne aussi, remarquez, moi aussi. On dit, oh là là, j'en ai des conneries. Pour ça qu'on s'entend bien. 0826 300 300 avec Philippe Bilger aujourd'hui, Tom Conan et Joseph Touvenel. On est ravis de vous accueillir. Vous voulez nous parler, bien entendu. On vous attend au standard. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est Jean-Luc Mélenchon qui allume la mèche. Les chiens de garde nous ordonnent d'appeler au calme. Nous appelons à la justice. Il y a au point de départ une situation, et c'est cette situation qu'il faut traiter. C'est ça que j'ai voulu dire. Si sur la question européenne, on est dans une hypothèse encore de liste avec la France insoumise, il est hors de question que je reste au Parti socialiste. Je pense qu'à M. Mélenchon, il préfère le malheur de ce pays à une bonne nouvelle pour M. Macron. On ne peut pas avoir de calme sans justice. La ligne de la France insoumise aujourd'hui est une ligne qui, pour moi, la gauche du pugilat à la droite dure et à l'extrême droite. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et après le refus de Jean-Luc Mélenchon d'appeler au calme pendant les émeutes, certains leaders de gauche reprochent à l'ancien candidat à la présidentielle d'affaiblir la NUPES, bien loin des divergences de stratégie ou de politique. C'est l'outrance qui semble menacer l'avenir de cette union de gauche, Philippe. Oui, Cécile, est même un pilier du PCF. Pour un pilier du PCF, l'attitude du leader insoumis s'apparente à une faute politique qui risque d'éloigner durablement la gauche du pouvoir et de la transformer en épouvantail. Alors, est-ce que vous pensez que les outrances de la NUPES vont éloigner durablement la gauche du pouvoir, ou est-ce que vous pensez, comme le disait Jean-Luc Mélenchon il y a quelques années, qu'il faut tout conflictualiser pour tenter d'arriver au pouvoir? Dans tous les cas de figure, on attend vos appels, c'est Zach qui vous prendra au 0826 300 300. Et sur les outrances de la NUPES, vont-elles éloigner durablement la gauche du pouvoir? Vous dites oui à 82%. Frédéric Durand est avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste et directeur de la revue L'Inspiration politique. On s'y attendait, Philippe Bilger, Jean-Luc Mélenchon, là, ça craque. Oui. Alors, j'ai bien compris, comme l'a dit Philippe, que la volonté de Jean-Luc Mélenchon de tout conflictualiser trouve parfois un écho favorable dans la France profonde qui ne déteste pas les conflits ni les polémiques, voire la détestation à l'encontre du président ou de certains ministres. Mais là, il me semble que c'est la première vraie brèche dans l'entente, au moins apparente, qui semblait faire fonctionner la NUPES, avec évidemment une emprise très forte de LFI sur ce groupe-là. Je pense que là, il a commis une erreur, et évidemment, pour ma part, en étant aux antipodes, je rends hommage à l'attitude éclatante, claire et nette de Fabien Roussel, qui a dit qu'il se désolidarisait totalement de la position de Jean-Luc Mélenchon. Faure l'a fait de manière plus murmurante, objectivement. Mais donc, je ne crois pas que ce soit la gauche qui risque d'être éloignée, mais en tout cas, cette extrême gauche-là. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette gauche-là me semble pas être en mesure d'être victorieuse aux prochaines élections. Effectivement, s'il n'y a pas une clarification justement de ligne, je pense qu'à un moment donné, la dimension composite, elle peut être intéressante à certains moments pour établir des stratégies. Et effectivement, vu la recomposition politique quand même qui existe dans le pays depuis l'arrivée de Macron, c'était peut-être nécessaire à un instant T. Aujourd'hui, ça l'est de moins en moins. Et je pense de plus en plus, finalement, il va y avoir une gauche entre guillemets de gouvernement et une gauche plus radicale qui vont se séparer, et quelque part c'est peut-être naturel. Joseph Touvenel. Ce qui est toujours intéressant, c'est de voir la définition des mots. Parce que moi, il me semblait que la gauche était au pouvoir. C'est le président de la République, ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée, socialiste, ancien ministre des Finances, socialiste, le président du Conseil constitutionnel, ancien Premier ministre, socialiste, le président de la Cour des comptes, ancien ministre, socialiste. Ils ont pas de fonction la première ministre aussi, Elisabeth Borne, était socialiste. Et je pourrais continuer longtemps en développant sur la place de gens de gauche dans l'économie, dans les médias. Donc de quoi parle-t-on ?
Après, on confond parfois gauche et interventionnisme. C'est pas parce que les gens sont pour parfois l'intervention de l'État dans certains secteurs, comme c'est le cas de Macron par exemple, qui est plutôt dans une approche très verticale de la pratique du pouvoir, que c'est synonyme de gauche en fait. Ils se sont dit socialistes. Ils se sont dit socialistes. On peut dire aussi. On a un avis. On retrouve sur des vidéos quand Macron nous affirme je suis socialiste, etc. Mais il le pensait comme moi je suis médecin. Peut-être que 3 jours après, il a raconté le contraire. Ça s'appelle Emmanuel Macron. On se souvient d'un des derniers discours de Hollande avant sa prise de pouvoir qui disait mon ennemi c'est le capital. Vous vous souvenez tous de ça. Donc pour les gens la finance, voilà, c'est la finance. Pour les gens de gauche, il a complètement trahi la gauche, Hollande. Donc dire aujourd'hui que Macron serait quelqu'un de gauche et que ce serait la gauche qui serait au pouvoir, à mon avis, est un contresens politique. En tout cas, pour les gens qui sont eux de gauche, eux ils le considèrent pas comme vous pouvez le considérer. Et il est taquin, Joseph Touvenel. Il a raison en plus parce que effectivement, c'est pour ça d'ailleurs que le paysage politique a totalement explosé, parce que les gens ont vu la droite succéder à la gauche, puis la gauche succéder à la droite, etc. et rien changé. Donc ils se sont dit, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, comme le disait Duclos à l'époque, et moyennant quoi, pour la plupart, ils refusent d'aller voter parmi les classes populaires. C'est ça la réalité. Maintenant, l'extrême gauche, Mélenchon, on va dire, Mélenchon qui vient de l'extrême gauche, c'est aujourd'hui le centre de gravité de la gauche. C'est ça qui doit poser question à la gauche dans son entier, c'est que c'est aujourd'hui le centre de gravité. C'est lui qui fait le plus de voix. Alors, est-ce que l'attitude outrancière de Mélenchon et de certains députés de LFI, moi je dis pas de la NUP, je dis de LFI, parce que ce sont eux primordialement, à quelques exceptions près chez Europe Écologie Les Verts, si on passe Sandrine Rousseau. Mais enfin, on a aussi des gens sérieux à Europe Écologie Les Verts. Mais effectivement, ça éloigne durablement du pouvoir, et la question est bien posée, parce que ça peut faire des voix. Mais accéder au pouvoir, ça ne suffira pas à avoir une telle attitude. Parce que ça fait peur, tout simplement. Et qu'à la fin, on se retrouve avec tout le monde contre soi. Et en fait, on voit bien, et ça c'est une tendance quand même politique assez longue qui ne concerne pas que la France, les élections se gagnent beaucoup au centre. En fait, aujourd'hui, pas forcément au centre droit, ça peut être au centre gauche, même si effectivement le centre n'est ni à gauche ni à gauche, comme disait Mitterrand, et je pense que c'est toujours vrai. Mais voilà, à un moment donné, effectivement, moi, il y a beaucoup de choses que je lis, même sur Twitter très souvent. On voit bien que finalement, il y a la position, de principe et d'idée, elle peut être très radicale en effet, mais ensuite convertir ça en des positionnements politiques qui après peuvent se convertir en vote, c'est deux choses très très différentes. Il y a un exercice intellectuel, on pourrait dire, et pratique et stratégique. Allez, 026 300 300, Paul qui est avec nous. Paul, est-ce que cette question-là, de dire est-ce que finalement ça peut écarter la gauche du pouvoir pour longtemps? Pour moi, c'est un repoussoir, quoi. Il faut être clair. La période était quand même tourmentée, très agitée, et Mélenchon, il jette un bidon d'essence dans l'incendie, quoi. Au lieu d'appeler à la concorde nationale, à la désescalade, que les émeutiers rentrent chez eux, et ensuite, on peut reparler de politique. Là, aujourd'hui, on a des gens qui sont dans les quartiers, qui étaient terrorisés. On a des gens, ils avaient leurs voitures brûlées, les écoles qui brûlaient. Donc, à un moment donné, la crainte pour la vie des gens était présente. Et on ne peut pas se permettre de faire ce genre de discours, quoi. Là, il fallait appeler à la concorde nationale, à la désescalade, et à ce que les émeutiers arrêtent. Et ensuite, on pouvait faire de la politique. Restez avec nous, Frédéric. Non, mais Frédéric, je voudrais faire réagir aux propos. Certains disent que Mélenchon ne se remettra jamais de l'épisode des émeutes de la semaine dernière et du début de cette semaine. Vous êtes d'accord avec ça? Il ne se remettra jamais des émeutes ou de ce qu'il a dit des émeutes. C'est tout à fait la même chose. Moi, je suis complètement d'accord avec votre auditeur. Il a parfaitement raison. Pourquoi? Parce que lorsque les premières victimes de ces émeutes sont les quartiers populaires, ça montre bien que la cible mélenchoniste ne sont plus les quartiers populaire. Raison pour laquelle, je vais très vite, mais raison pour laquelle, en réalité, là où la gauche fait le plus de voix, c'est les villes dans lesquelles le mètre carré est le plus cher aujourd'hui. Vert et socialiste, voire se partagent Lyon, Grenoble, Bordeaux, etc. Donc la cible ne sont plus les classes populaires. Et sinon, Mélenchon l'aurait compris, disait les premières victimes sont les classes populaires, donc il faut arrêter, il faut appeler au calme. Parce que Mélenchon, en plus, se revendique pas seulement comme un leader de gauche, mais comme le nouveau penseur de la gauche. Et pour arriver au terme d'une production de pensée qui revient à dire je n'appelle pas au calme, il m'a imaginé le désarroi idéologique de la gauche aujourd'hui. Tout de même, Frédéric, il est tout sauf idiot, Mélenchon, et dans la mesure, à votre avis, pour quelle raison a-t-il une telle attitude clivante? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un dessein de sa part de montrer avec quelle autorité et quel éclat il se distingue de certains
certains qui commencent à être des rivaux au sein de LFI. Non, mais, parce que sinon c'est incohérent. Non mais il y a une cohérence. Enfin, à mon sens, la cohérence c'est qu'il a importé un modèle d'Amérique du Sud où les clivages sont extrêmement plus forts parce qu'il y a une classe moyenne beaucoup plus restreinte et il a importé ce modèle-là du clivage permanent. Je pense qu'il y a une vraie stratégie derrière, qui est une forme de populisme, mais qui confine à la démagogie parce qu'il peut y avoir une noblesse dans certaines formes de populisme. Là, on est dans de la démagogie pure et simple, à mon sens. Oui, mais ce qui m'importe, c'est pourquoi il le fait dans le contexte actuel de LFI où il y a des opposants au sein de son propre parti et qui ne sont pas loin de considérer que sa tactique est suicidaire. Oui, mais il le fait depuis le début, mais enfin, depuis une dizaine d'années, on va dire, parce qu'il a largué les amarres de la République, de la laïcité, alors que c'était un grand défenseur républicain il y a une dizaine d'années, mais il fait ça depuis une dizaine d'années. Donc moi, je vois pas de circonstances particulières de compétition actuelle. En fait, mais il dépense les bords. Ah oui, ça fait longtemps. On part dans une ville où le mètre carré est très cher et qui est dirigé par Europe Écologie Les Verts. Bonsoir Tony de Bordeaux. Oui, de Bordeaux et pas écolo, hein, ça rime, mais... voilà. Bah écoutez, chacun ses choix. Voilà. Tony, vous vouliez réagir? Et pourtant, moi je suis d'accord avec M. Bilger à 95%. C'est-à-dire que oui, je pense qu'il y a une grosse partie du peuple, une grosse partie de la population qui est prête à la conflictualisation, ça c'est sûr. Parce que de toute façon, on vit dans le dur depuis trop longtemps. Plus ça va bouillir, plus ça va péter fort. Donc de toute façon, je pense que son choix, s'il fait ce choix-là, c'est pour ça. C'est parce qu'il sait que ça va péter un jour ou l'autre. Et vaut mieux que ça soit démocratiquement. C'est ça le truc. Par contre, là où je suis pas d'accord, en revanche, on va dire, monsieur Bliger, c'est par rapport à monsieur Roussel. Parce que M. Roussel, en 2017, en 2022, il fait Walou, il fait 4%. Et puis le PS, il fait pareil. C'est-à-dire que les M. Le Foll et Hollande, ils nous laissent un PS à 1% avec Mme Hidalgo. Donc celui qui a le potentiel, c'est lui. Et M. Roussel, la NUPES, il en a foutre. Et il va s'en servir pour les européennes au pire, il va s'en servir pour les législatives. Mais à la présidentielle, il va nous faire le même coup. Il va aller faire ses 4-5%, histoire de te rembourser. Il va se faire voir en disant qu'il met de la viande et tout ça. En fait, il sert à rien, ce monsieur. Voilà. Ah, il nous empêche d'aller au pouvoir, en fait. Parce que si ce monsieur, il se ralliait en 2022, on était devant. Alors il n'y a peut-être pas des reports tout de suite de voix entre le PC Tony, est-ce qu'il n'a pas un peu changé quand même? Est-ce qu'il n'a pas un peu changé? Est-ce qu'il n'a pas remis un peu le PC au milieu, qui était vraiment à l'écart, hein, on n'entendait même plus. C'était vraiment. Est-ce que justement sa personnalité et ses prises de position n'ont pas changé quand même un peu les choses? Bah écoutez, moi je vois pas. Je vois pas où, honnêtement, non. À part faire des bons mots. Je pense que c'est un animal médiatique. Voilà, il a trouvé sa place. Je pense qu'on l'a fait grimper, mais justement parce que il y a un rapport avec Mélenchon. Hein. Il y a vraiment, moi j'écoute tout. Hein. Je suis assez pluraliste là-dessus. De France Inter à vous voyez. Eh ben, je vous avoue que quand le LFI passe à la radio, c'est un bordel sans nom. Je veux dire, franchement, c'est tout le temps aller chercher la petite bête, le petit mot, le petit truc. Je veux dire, Macron, il en dit des saucisses depuis qu'il est là. Et pourtant, je veux dire, il est tous les 5 ans, il serait là. S'il pouvait être élu, il serait élu parce que le parti des médias, et je suis désolé si je suis sur cette radio, c'est peut-être parce que vous en faites le moins possible, mais le parti des médias, il existe et il construit les victoires. Et aujourd'hui, c'est Macron qui en bénéficie. Il peut faire n'importe quoi, ça sera toujours lui. Alors, Tony, parlons vrai, hein, c'est le principe. Joseph Touvenel et ensuite Frédéric Durand. Comme tout le monde, souvent, je confonds les hommes et les partis. Fabien Roussel, moi, je le trouve absolument sympathique. Je suis prêt à aller manger une entrecôte avec lui, même si ça choque certaines. Par contre, Parti communiste, ce sont des gens qui ont des millions de morts sur les bras, qui ont mis des systèmes, y compris en France, quasi totalitaires, dans certaines villes quand ils les géraient. Moi, je suis issu d'une commune communiste, je sais ce que c'est la mainmise, et je condamne pas tous les communistes, parce que ce que je vais leur reprocher en premier, d'ailleurs, c'est d'avoir trahi la classe ouvrière, par leurs mensonges, en les entraînant, et donc ça, j'ai beaucoup de mal. Quant au camarade Mélenchon, d'extrême gauche, oui, enfin il a été ministre socialiste et sénateur socialiste. C'est pour ça qu'il faut regarder à la fois quelles sont les idées qui sont proposées. Ça a été dit là à juste titre, les choses vont mal, mais c'est dans les urnes qu'il faut les changer, les amis. Et quand je vois tous ceux qui ne vont pas voter et qui râlent, vous vous en prenez qu'à vous-même. Allez voter la prochaine fois et regardez un peu ce que proposent les candidats en séparant la personne
du parti. Frédéric Durand, pour répondre à Tony de Bordeaux et à Joseph Touvenel. Non, déjà, moi, je ne pense pas du tout que ce sont les médias qui font les élections. Les gens lisent tel journal, écoutent telle radio. Excusez-moi, mais pour les référendums sur l'Europe, par exemple, ou Maastricht, tous les médias appelaient à voter oui. Hein. Oui, non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que les gens vont vers les médias pour confirmer leur position davantage que pour changer d'avis. Voilà. Donc, la vérité, c'est qu'on a une abstention qui est absolument énorme, effrayante à certaines élections, à tel point que la légitimité politique gagnée lorsqu'on n'a que 20% de gens qui se déplacent, elle est à questionner, bien entendu. Maintenant, sur ce que vous dit votre auditeur, moi, je ne crois pas qu'on puisse additionner les voix dans une élection. C'est-à-dire, c'est ce que reproche évidemment LFI au Parti communiste d'avoir présenté un candidat lors de l'élection en disant mais regardez, si on additionne ça et ça, non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que certains n'auraient voté en aucun cas pour Mélenchon parmi les électeurs communistes et donc ça n'aurait pas du tout donné le résultat attendu. Et puis je pense que le côté extrêmement clivant, oui, ça va péter peut-être un jour ou l'autre, mais est-ce que ça va péter sous la forme d'une récupération politique pour Mélenchon? Je ne le crois pas, parce qu'à la réalité, tout ce que fait Mélenchon fait monter Marine Le Pen. C'est malheureusement pour la gauche, je dirais, c'est qu'aujourd'hui, la conflictualisation porte davantage Marine Le Pen vers le pouvoir que Jean-Luc Mélenchon lui-même. C'est ça la réalité de ce qu'on voit à la sortie de chacun des sondages. Raison pour laquelle, d'ailleurs, j'en termine là, mais raison pour laquelle la stratégie de Marine Le Pen, ça a été au contraire se notabiliser. Parce qu'elle a compris qu'au plus elle se notabiliserait, au plus elle se rapprocherait du pouvoir. Et c'est une réalité politique. On ne votera jamais pour des gens dont on estime qu'ils sont potentiellement dangereux et extrêmes. Ouais. Non, ça, on est tout à fait d'accord sur ce que vient de dire monsieur, parce qu'effectivement, la question sociale derrière, elle est beaucoup plus complexe et beaucoup moins manichéenne que ce que les politiques aimeraient nous faire croire. C'est pas, par exemple, les émeutiers avec les banlieues contre le reste du monde. C'est absolument pas ça. Il peut y avoir des gens qui sont dans des quartiers très favorisés et qui peuvent soutenir les émeutes, et inversement, les gens des quartiers qui sont foncièrement contre, évidemment, la plupart. Donc, en réalité, voilà. Et donc, cette vision manichéenne, elle est vraiment pas du tout en adéquation avec la réalité. Premier point. Et deuxième point, pour connaître assez bien certaines banlieues nord, de banlieues nord du 93, je confirme effectivement que parmi des personnes dont on pourrait croire que naturellement ils seraient plutôt enclins à voter plus à gauche, etc. En fait, en effet, il y a une tentation Marine Le Pen. Moi, je l'ai vu, je l'ai vérifié à plusieurs reprises, et parfois ça m'a un peu étonné de la part des personnes en question. Donc, je pense qu'effectivement cette stratégie-là, elle n'est pas du tout gagnante pour la gauche, en tout cas. C'est sûr. Frédéric Durand. D'autant plus que je pense qu'aujourd'hui, LFI, et c'est la grande différence, c'est pour ça qu'il faut qu'il existe plusieurs courants à gauche, et heureusement, ça fait partie de la diversité, ou alors on se range tous au garde à vous derrière Mélenchon. En tout cas, moi, ce sera jamais mon cas. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, LFI, qu'est-ce qu'ils disent? Ils considèrent que les classes populaires se retrouvent tout entières dans les banlieues. Ce sont entre 15 et 20% des classes populaires françaises qui sont dans les banlieues, issues de l'immigration extrêmement souvent. C'est-à-dire que les 80% ou 85% restants sont ailleurs en France, sont dans toutes ces régions désertées. Ceux-là, la France périphérique de exactement, la France périphérique dont parle Guigui, dont parle Jean-Claude Michéa, etc. Eh bien, cette France-là, ces classes populaires-là, elles sont ignorées par LFI, qui ne considère qu'il n'y a que dans les banlieues la population issue de l'immigration qui représenterait la figure emblématique des classes populaires, en désaccord total avec ça. Je voudrais vous poser une question, il nous reste 1 minute. Oui. Est-ce que l'instant de vérité, ça va pas être les européennes, entre des socialistes et des écologistes fédéralistes et des communistes et des insoumis qui, eux, ne sont pas du tout fédéralistes? Non, je passe pas, parce qu'en vérité, personne ne se souvient du score des élections européennes. Ce que je veux dire, c'est que ça va être une élection qui va compter, je dis pas le contraire, mais elle ne tient pas dans la longueur. C'est-à-dire que les Verts vont faire beaucoup de voix parce que, voilà, et ça ne représentera pas, je crois pas qu'il y ait une influence de ces élections européennes pour ce qui va se construire ensuite, ou si c'est le cas, ce sera la première fois que c'est le cas. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants. On va jouer avec Paul, au qui c'est qui l'a dit, le quiz vous voulez de l'actu. Le qui c'est qui l'a dit, Frédéric Durand. C'est un quiz politique. Il faut rester. On va vous garder, Frédéric Durand. Vous serez notre joker. Allez, restez avec nous, on reste ensemble jusqu'à 19h. Bienvenue dans Les Brèves Voix avec notre ami Philippe Bilger, Tom Conan et Joseph Touvenel. Vous n'avez pas révisé, vous n'avez pas écouté ce qu'ont dit les hommes politiques, vous n'avez pas épluché la presse, et ben vous ne gagnerez pas au quiz de l'actu. Et ben c'est tout. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et ce quiz de l'actu, nous avons gardé un petit
Frédéric Durand, parce que c'est mythique le qui c'est qui l'a dit. Bah oui, Frédéric Durand, journaliste et directeur de la revue L'Inspiration politique. Et donc, avec notre ami Paul qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Cher Paul, vous allez devoir choisir votre adversaire. Je dis bien adversaire, bien sûr, gentiment. On en parle gentiment, bien sûr. Philippe Bilger, Tom Conan ou Joseph Touvenel. Je vais affronter Tom Conan pour avoir les deux éminences grises avec moi, quoi. Ah bah, ça fait plaisir. C'est sympa pour lui. Comment le plan. Parler de la couleur des cheveux. Non, mais parce que, ils ont du temps libre, ils sont souvent à l'écoute. Alors, tout ce qui passe partout, ils le savent. Vous trouvez qu'ils ont du temps libre? Vous ne connaissez pas leur agenda, hein, on voit ça. Allez, on démarre tout de suite. Allez, qui c'est qui l'a dit? Cette cagnotte, c'est le cri de millions de Français, au-delà de ceux qui ont versé pour dire stop. On veut soutenir la police. Zemmour. Non. Messia. Non. Le Pen. Non. Qui a dit ça? Mario Maréchal. Non. Non. RN. Chenu. Non, il est dans Lyon. Dans Lyon, c'est lui. Bravo Philippe Bilger, c'est lui. Il s'appelle Julien Odoul. Bon, là, on met point à personne. On a trop d'idées. Ah oui, non, là, il y a trop d'hésitations. Mais là, franchement, là, ça ne mérite vraiment rien. Excellent. Paul, est-ce qu'on peut vous accorder un point ou pas, Paul? Ah, avec grand plaisir. On vous le donne, parce que c'est vous. Ça fera une marquette de fraises. Deuxième, qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit? Il faut pourrir les vacances des casseurs. Ah. Macron? Non. C'est une femme. Le Pen? Non. Dati? Non. Pécresse? Bonne réponse. Ah, on dirait juste. Ouais, t'as été un peu avant. Ouais. 2 points. Valérie Pécresse, présidente de la région. Il n'a pas parlé de la cuillère. Frédéric Durand qui attaque d'entrée. On domine un 4-0. Non, 3. Il aura tout essayé, Philippe. Question, qui c'est qui l'a dit sur les violences urbaines? La parole est captée et monopolisée par celles et ceux qui sont dans l'excès et qui veulent mettre le feu au débat. Macron. Bon, non, c'est surprenant d'ailleurs. C'est une femme. Rousseau. Non, presque. Non, pas loin. Autain. Non. Bonne réponse de Paul Tondelier. Marie Tondelier. Tondelier. On aurait dû savoir presque. Et oui. C'est dans votre camp, Philippe. Hein. Oui, c'est vrai. Question, qui c'est qui l'a dit? Il n'est pas question de revenir sur le quoi qu'il en coûte pour réparer les dégâts. Le maire. Bonne réponse. Frédéric. Frédéric. Qui était le plus rapide. Le fan de Le Maire, là, il connaît toutes les signes. Attention, ne parlez pas tous en même temps. Attention, qui c'est qui l'a dit sur la gestion des violences urbaines? Je suis un opposant résolu à Emmanuel Macron, mais je ne vois pas un autre gouvernement pour faire mieux. Ça pourrait. Hollande. Non, c'est pas. Quelqu'un que vous aimez beaucoup, Philippe. C'est pas Retailleau. Si, bonne réponse. Bruno Retailleau. Qu'est-ce qui se passe chez Bruno? Franchement, il est en train de virer macroniste. Ils disent qu'il passe, peut-être. Oui, mais ça bon. arrive chez les politiques. Allez, qui c'est qui l'a dit? Ce n'est pas le retour au calme que propose le gouvernement, c'est le retour au silence des quartiers. Oh. C'est beau. C'est trop beau pour que ça soit Mélenchon. Ça vient de la gauche. Ça vient de un député Mélenchon. Panon. Non. Coqueret. Autain. Non. Ruffin. Non. Ruffin, non, pas Ruffin. Dans le Nord. Dans le Nord. Dans le Nord. Non. Une circo pas très loin. David Giraud. Et c'est 2 points supplémentaires pour Paul. Qui c'est qui l'a dit? C'est à vous, Cécile, à ce coup-là. Qui c'est qui l'a dit? Il n'y a pas 2 types de justice. Dupond-Moretti. Non. Non. Dupont tout seul. Non. Véran. Non. Il faut Dupond-Moretti. Il est à l'intérieur. Darmanin. Voilà, on donne le point de Fanny. Ah non. Mais j'ai dit Darmanin. Oui, mais après moi. Non. Mais c'est parce que tu hurles. Moi, je l'ai dit aussi. Bon, je vais le point à dit Tom Conan Darmanin. par charité. Attendez, Quand Cécile ne serait pas de mes intérêts, je perds. Excusez-moi, je vais regarder la VAR. C'est Philippe Bilger. Mais de très loin. Allez, une dernière question. Qui c'est qui l'a dit? Le Parti Socialiste n'existe plus. Jean-Luc Mélenchon, c'est la gauche du pugilat. C'était ce matin sur Sud Radio.
On l'a entendu dans le jingle de notre ami Benoît. Bonne réponse de Paul, auditeur fidèle. Stéphane Le Foll. Absolument. Et c'est une grande et belle victoire de Paul. Bravo. Bravo Paul. 16-0, on va faire une émission à vie de recherche pour Tom Conan. Et Paul, sachez que vous avez gagné. On a un petit peu triché, mais bon, c'est bien. Merci beaucoup. En tout cas, vous restez avec nous. Allez, dans un instant, le coup de gueule de Philippe David contre un concert en soutien aux émeutiers, casseurs et pillards. Ça va encore gueuler chez Philippe David. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ensemble jusqu'à 19h avec ce numéro de téléphone que vous connaissez maintenant, qu'il faut utiliser à bon escient, bien entendu, et quand vous voulez, 0826 300 300. Philippe Bilger. Ce soir, Tom Conan et Joseph Touvenel sont là pour débattre avec vous sur les sujets du jour. En attendant, c'est le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Et ce coup de gueule contre un concert en soutien aux émeutiers, casseurs et pillards, Philippe. Oui, Cécile. Ce soir aura lieu à la salle La Flèche d'Or, dans le 20e arrondissement de Paris, un concert en soutien aux familles des jeunes interpellés. E.E.S. en écriture inclusive, cela va de soi. Un concert qui fait beaucoup jaser, puisqu'au départ, l'entrée de 15 € était payable uniquement en liquide. Chose qui a été supprimée a priori, l'établissement indiquant sur les réseaux sociaux qu'il reversera les bénéfices à la Legal Team antiraciste et aux familles de victimes de violences policières. Une Legal Team antiraciste qui a lancé une cagnotte au profit des interpellés des mobilisations, qui a déjà recueilli plus de 700 000 € sans que quiconque ne parle de cagnotte de la honte. Ce concert est à mon avis une provocation pour les commerçants ou les entrepreneurs ou les particuliers qui ont vu parfois une vie de travail anéantie par le feu ou les pillages et qui n'ont pas fini de ramasser les débris ou de remplir les déclarations aux assurances. Et ces personnes, toutes ces victimes, ceux qui ont aussi leur voiture brûlée, doivent avoir comme moi sérieusement envie de vomir en voyant les affiches de ce concert, surtout en pensant que la salle de la Flèche d'Or est grassement subventionnée par la ville de Paris, donc par tous les contribuables. Au-delà, on peut. Oui, au-delà de votre légitime indignation, Philippe, il y a quelque chose de très inquiétant dans l'état de la France aujourd'hui. Il y a une multitude de petites chapelles qui se créent. Là, maintenant, c'est pour lutter contre les violences policières. D'autres fois, c'est le contraire. J'ai l'impression que l'État se démembre, en quelque sorte, et qu'il y a une multitude de sollicitations et d'inquiétudes particulières qui prennent la relève de l'autorité de l'État. Tom Conan. Choqué par ce concert ? Ouais, après, en soi, je veux dire, chacun de son côté, il y a des positions qui sont un peu polaires les unes par rapport aux autres. Donc, d'un côté, il y a la cagnotte lancée par Jean Messia, qui est quand même un tout petit peu controversée, comme on l'a déjà évoqué ici. Et de l'autre côté du spectre, si je veux dire, il y a ça. Effectivement, si l'une est autorisée, pourquoi pas l'autre ? Donc, si on interdit l'un, pourquoi pas l'autre ? Enfin, après, les manifestations culturelles qui ont un principe culturel à leur origine me choque pas, quel que soit le motif, si j'ose dire, de soutien. Ce qui serait plus gênant, ça serait une parole politique, vous voyez, qui irait dans un sens qui serait contestable. Mais bon, culturellement, on peut soutenir toutes les causes qu'on veut. Joseph Touvenel. Pour moi, il y a les agresseurs, il y a les agressés, il y a les voyous, il y a les victimes. Et ceux à qui on doit penser, et si on peut les aider, sont les victimes. Moi, je pense à des choses très concrètes. Cette jeune fille de 23 ans qui travaille dans un centre commercial de banlieue, Créteil-Soleil précisément, qui s'est fait radier, qui s'est fait prendre ses affaires. 23 ans, elle bosse tous les jours en banlieue, dans le Val-de-Marne. Elle peut plus aller en vacances parce qu'on lui a pris ses papiers dans la radia. Et comment fait-elle maintenant ? Et une autre qui était dans le même magasin, elles étaient deux. C'était le premier travail d'une gamine de 18 ans qui est sortie en larmes. Et il a fallu 3 heures pour les exfiltrer du centre commercial. On n'en parle pas de ces victimes-là parce que c'est pas... On parle à juste titre des vitrines cassées, des voitures brûlées, mais tous ces travailleurs qui, eux, subissent, tout à fait, et qui sont dans la crainte, qui sont été... est-ce que ces gens qui organisent ces concerts pourraient y penser parce que ce sont les victimes, et moi je pense d'abord aux victimes. En fait, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que justement dans les quartiers, ce qui veut absolument rien dire d'ailleurs, mais dans certains quartiers populaires, comme on dit, et ben effectivement les personnes sont pas du tout homogènes, et certaines peuvent être évidemment foncièrement hostiles aux émeutes, y compris pendant leur cours, si j'ose dire, et encore plus maintenant. Merci beaucoup. Et tout de suite, le top clic de Félix Mathieu. Les
vraies voix Sud Radio, c'est le Top Clic. Et le rappeur Booba est convoqué par la justice dans l'enquête pour cyberharcèlement contre Magali Berda. Une information judiciaire a été ouverte et même 3 informations judiciaires selon le site France TV Info. Enquête pour cyberharcèlement mais aussi menaces de mort et doxing, c'est-à-dire de divulgation d'informations personnelles. Les investigations pour cyberharcèlement lancées depuis plus d'1 an en fait sur la base des plaintes de Magali Berda, fondatrice de Shona Evans, une agence spécialisée dans les relations entre les personnalités issues de la télé et les marques. Un juge d'instruction a récemment été saisi pour enquêter. Il a donc, on l'apprend aujourd'hui, convoqué Booba, accusé d'être le chef d'orchestre d'une campagne de harcèlement en ligne. Il a hâte de s'expliquer car il estime que dénoncer n'est pas harceler, assure en réaction à l'agence France Presse un porte-parole du rappeur. Booba, dit-il, se considère comme un lanceur d'alerte. Il compte faire la preuve devant le juge d'instruction qu'il n'y a pas de cyberharcèlement, qu'il s'agit d'une stratégie de victimisation. C'est ce que dit le porte-parole de Booba. Alors sur les réseaux sociaux, l'artiste s'était lancé aux côtés d'un collectif qui se définissait comme étant un collectif d'aide aux victimes d'influenceurs dans une croisade contre ceux qu'il appelle, je cite, les influx voleurs. Il dénonçait des arnaques à l'encontre des internautes et dans sa ligne de mire depuis plus d'1 an, tout particulièrement Magali Berda, cible d'attaques personnelles, de vidéos non sourcées. Outre Booba, 28 personnes vont être prochainement jugées devant le tribunal correctionnel de Paris pour cyberharcèlement aggravé, précise le parquet. Leur sont reprochés notamment des messages très violent, extrêmement violent. Je cite, attention les oreilles sensibles, on va te brûler, va mourir salope, je vais te violer. Voilà les messages pour lesquels vont être violées ces 28 personnes. Magali Berda, en tout cas via ses avocats, dit accueillir avec soulagement le travail effectué par la justice avec donc cette annonce d'une convocation prochaine de Booba. Philippe Bilger, Booba qui se voit comme un lanceur d'alerte, on le voit pas plutôt comme un lanceur de Chanel numéro 19 avec Caris dans une parfumerie à Orly? Je sais pas. Moi, je suis curieux de voir le résultat de l'information, puisque on a eu Magali Berda que j'ai rencontré pour la première fois, qui m'avait fait bonne impression. Ensuite, il y a des polémiques la concernant. Je crois que c'est une bonne chose qui s'explique les deux. Enfin. Ce qui est sûr, c'est que c'est les influenceurs, effectivement, de manière générale, qui sont vraiment visés. Hein, et d'ailleurs, même certaines maintenant, certains s'en plaignent et considèrent que leur rémunération a chuté depuis toutes ces affaires, depuis que les agences, en particulier effectivement la plus connue d'entre elles, a été affaiblie, et ensuite depuis, vous savez, la nouvelle réglementation qui impose aussi certaines contraintes. Donc en fait, c'est tout le business, effectivement, les influenceurs qui est remis en cause. Je sais pas si c'est forcément légitime dans son essence. Il y a quand même plein de gens qui essayent aussi de vivre de cela parce que c'est une manière comme une autre aujourd'hui. C'est des petits entrepreneurs en fait, c'est des petits commerçants en fait, les influenceurs aujourd'hui. Pour l'essentiel d'entre eux, moi j'en connais certains qui ont, vous voyez, 80 000, 100 000 abonnés, etc. C'est pas des gens qui gagnent des fortunes, mais ils ont développé une petite audience dans un domaine très spécifique. Il faudrait quand même pas non plus trop élargir le spectre. Enfin là, on parle de menaces de mort. J'entends bien. Non, mais là, bien sûr, on là, est des vraiment cas dans une autre dimension. Bien sûr. Joseph Touvenel. Peut-être deux choses. Moi, c'est un milieu qui m'est assez étranger. Limite, j'ai rien contre. Ça m'étonne. Mais en tout cas, quand j'entends je vais tout brûler, salope, je vais te violer, c'est simplement inacceptable. Quelles que soient les causes, les raisons, les machins, les ressentiments des uns et des autres, c'est inacceptable et ça doit être condamné. Voilà. En tout cas, c'est un soulagement. D'autant plus, je crois, quand on dit je vais te brûler à quelqu'un qui s'appelle Berda, c'est d'autant plus dégueulasse. Oui, puisqu'il avait diffusé l'école de ses enfants, qui est une école juive, et donc qui avait en plus elle a été victime d'insultes et de propos antisémites très graves. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Vous restez avec nous. On fait une petite pause et on revient dans quelques instants avec cette question. Réinjecter encore de l'argent dans les banlieues, est-ce la solution? C'est ce que propose Emmanuel Macron. Vous dites oui, vous dites non. Pour l'instant, vous dites non à plus de 90%. On s'en parle dans quelques instants. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, vous avez toqué à la bonne porte. Ici, parlons vrai, on va tout se dire. 0826 300 300, c'est les vraies voix jusqu'à 19h avec Joseph Touvenel ce soir, Tom Conan et Philippe Bilger, bien entendu. Et vos appels, bien entendu, qu'on attend avec joie au standard, avec Paul qui est avec nous, bien sûr. Mais c'est le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité.
Et Philippe Bilger, le maire de Montpellier, a raison de dire que la jeunesse a besoin d'un cadre, mais aussi d'exemples. Oui, alors c'est une banalité pour ceux qui sont passionnés par l'éducation, et comme à l'heure actuelle on veut mettre les parents face à leurs responsabilités, ça m'a paru un point de vue intéressant, quoique banal. Ce qui m'intéresse, c'est pas le cadre, parce que ça va de soi. Mais j'aime bien qu'il rappelle que la jeunesse... Il parle de la jeunesse. D'abord, il faudrait peut-être se méfier de ces termes trop globaux. Mais je pense que l'exemple, c'est capital. Et je n'excuse pas les transgressions et les dérives, voire les saccages des émeutiers ou d'autres infractions par le fait que... Je suis frappé de voir que le pouvoir d'en haut, les élites, si elles existent, ne donnent plus réellement l'exemple. Alors je ne dis pas que ça suffirait, mais je me souviens de certains pères, je n'oserais jamais me mettre en état d'idéal, mais des pères qui ne donnaient pas une leçon de morale à leurs enfants, mais qui montraient simplement comment il fallait se comporter. Eh bien, c'était beaucoup plus efficace que du verbe à profusion, et je pense que ce qui manque à la jeunesse en grande partie, celle qui défaille, c'est le fait que le pouvoir, les choses d'en haut, les élites ne donnent pas l'exemple. C'est Mickaël Delafosse, le maire de Montpellier, faut-il le rappeler? Tom Conan. Après, moi j'ai l'impression que vraiment plus que jamais aujourd'hui, dans un monde très très individualiste, où en plus il y a l'intelligence artificielle qui a tendance à déprimer tout le monde parce que ça remplace beaucoup d'emplois, et du coup ça motive pas forcément pour assister à certains cours et à se former pendant des années. Je pense que plus que jamais, il faut des réponses qui soient beaucoup plus adaptées comment dire, aux potentialités de chacun. Le but, c'est d'augmenter le capital humain. Et d'ailleurs, le magazine de Joseph Tounel, c'est Capital Social. C'est assez intéressant, c'est assez voisin comme notion d'ailleurs. Et le capital humain, on l'augmente effectivement en se cultivant, en allant à l'école, etc. Mais pas seulement. Le vrai problème, je pense quand même, de l'éducation nationale aujourd'hui, je parle pas des études supérieures, c'est qu'on est quand même dans une vision qui est quand même très verticale, très homogène. Il y a évidemment des filières, etc. Mais c'est quand même d'abord ça. La vision qui est déroulée par d'ailleurs un ministère de l'éducation, qui est pas du tout quelque chose de commun à l'ensemble des pays. Aujourd'hui, je pense qu'il faut beaucoup plus aller vers les personnes en elles-mêmes, avoir des programmes qui soient les plus individualisés possibles pour faire en sorte que les gens soient motivés. Parce qu'en fait, il faut les motiver. Si aujourd'hui le monde a totalement changé, quand vous êtes abreuvé toute la journée de divertissement, d'exemples, de réseaux sociaux, d'images, de part et d'autre, il n'y a pas seulement de la haine et du ressentiment qui arrive, il y a aussi le fait qu'on est paumé parce qu'on n'est pas projeté dans quelque chose qui nous paraît accessible et conforme éventuellement à ce qu'on veut faire. Mais avant d'être projeté, il y a un âge où bien sûr, non, mais évidemment, si on a 8 ans, 10 ans, 12 ans, mais par contre, si on a 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui sont justement les âges où on commence à se projeter, là c'est essentiel, et vous ne pouvez pas uniquement dire voilà, fais telle étude, etc., alors que c'est très abstrait. Joseph Tounel. Comme tout le monde, on est sensible et on reproduit des choses qu'on a vécues ou qu'on a vues. Par exemple, un des drames de nouvelles générations, c'est qu'ils n'ont pas vu quelquefois leurs parents, voire leurs grands-parents travailler. Comment leur expliquer que dans la vie, il faut se lever ce matin pour travailler. Donc on voit très bien que l'exemplarité, ça commence comme ça. Ça va au-delà. Alors, à la fois, je suis d'accord avec Tom, et à la fois, je suis en désaccord parce qu'il ne faut pas aller dans une société hyper individualiste. Il faut que chacun a des talents différents. Alors le chrétien que je suis peut vous citer justement la parabole des talents, où à la fin on sera comptable de ses talents. On peut en avoir 2, on peut en avoir 4, mais on en sera comptable. Mais il y a aussi le collectif, et on oublie le collectif. Et il faut aussi que nos talents, on arrive à les exprimer dans le cadre du collectif, c'est-à-dire dans le respect de l'autre et dans l'attention à l'autre. Et ça, on l'oublie beaucoup. À mon sens, il y a beaucoup trop de collectifs aujourd'hui, justement. Ça dépend comment on conçoit le collectif. Quand le collectif, c'est le respect de l'autre... C'est le ministère qui doit imposer... Le collectif, pour moi, c'est pas ça du tout. Les amis, c'est pas un débat, on n'a pas le temps. Il nous reste 3 minutes pour 2 tours de table. Tom, vous vouliez revenir sur 2 députés, Stéphane Peu et Stéphane Mazard, sur un rapport parlementaire. Voilà, en fait, aujourd'hui, c'est au sujet des JO 2024. Donc, vous savez, c'est assez, c'est vraiment dans l'air du temps, puisque le gouvernement a voté une loi d'urgence, veut voter une loi d'urgence pour justement faire en sorte que le pays soit prêt pour ces JO 2024, compte tenu notamment des émeutes qui sont passées ces derniers jours. Et effectivement, il y a un rapport qui était
qui a été commandé il y a plusieurs mois, mais effectivement qui a été remis aujourd'hui donc par Stéphane Peu, Stéphane Mazard, et qui pointe du doigt différents éléments, mais notamment le fait que en réalité les retombées économiques attendues ne vont sans doute pas être au rendez-vous, notamment sur le plan du tourisme. Et ça fait plusieurs mois qu'ils alertent sur ce point-là. Je précise d'ailleurs que c'est un député macroniste et un député communiste. Donc c'est vraiment deux chapelles différentes. Notamment, il pointe du doigt la nécessaire coordination des acteurs du tourisme dans un contexte de concurrence mondiale. L'anticipation est, selon eux, insuffisante à ce stade. Donc il n'y a pas de communication forte, il n'y a pas de désirabilité, on pourrait dire, ni de coordination. Et je pense que ça va être rendu encore plus difficile avec les émeutes récentes. Et ce qui est quand même une opportunité potentiellement gâchée. Donc c'est assez tragique comme annonce. On n'a pas le temps de réagir, on va faire le tour de table de Joseph Touvenel qui veut rendre un hommage aux bénévoles de la SNSM, la Société Nationale des Sauveteurs en Mer. Oui, absolument. D'ailleurs, leur phrase fétiche, c'est pour que l'eau salée n'ait jamais le goût des larmes. Ces gens, vous les avez sur les côtes. Vous savez, ces canaux orange qui, à toute heure du jour et de la nuit, et surtout quand il y a tempête, sortent bénévolement pour aller chercher les gens en mer. Et ce qui est particulièrement intéressant, ça répond au risque de leur vie. Hein. Oui. Au risque de leur vie. D'ailleurs, je rappellerai que 7 juin 2019, 3 sauveteurs ont trouvé la mort en pleine tempête au large des Sables d'Olonne quand leur bateau, leur canotte, il dirait en bon breton, s'est renversé. Mais il y en a sur toute la côte, pas qu'en Bretagne. Et sur ce qu'on disait avant sur le collectif, j'ai rencontré des jeunes de la SNSM. SNSM, pardon. Ils sont formés. Ils passent des examens pour aller chercher les gens. Il faut effectivement avoir une condition physique. Et que disent-ils Ils nous disent, mais j'ai mûri. Quand j'ai été formé, j'ai mûri. Et qui les forme de vieux marins, de vieux bretons, des gens tout à fait bénévolement. Et ça, c'est très bien parce que tout ça est gratuit. C'est dans la gratuité. Et peut-être que si on ramenait la gratuité, ça serait bien. Et pour ceux qui nous écoutent, la société de nationale de sauvetage fonctionne avec des dons. Donc, si vous préférez donner à ceux qui vont sauver bénévolement en mer, risquer leur vie en mer, plutôt qu'aux casseurs, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Joseph Touvenel. Merci, Tom Conan. Merci, Philippe Bilger. Vous restez avec nous. 0826 300 300 pour ce grand débat dans quelques instants. Réinjecter encore de l'argent dans les banlieues, est-ce la bonne solution selon vous? Est-ce que les politiques de la ville, est-ce que ça a créé quelque chose, un changement, un choc justement dans les quartiers? Pour l'instant, vous nous dites un grand non à 90%. On vous attend au standard. À tout de suite. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci beaucoup de votre fidélité. Vous êtes plus de 810 000 à vous être abonnés à notre chaîne YouTube et pour ça, merci beaucoup. Avec aujourd'hui Joseph Touvenel, Tom Conan et Philippe Bilger et vos appels au 0826 300 300. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et pour réduire les écarts entre les territoires et améliorer l'attractivité des banlieues, la France consacre chaque année 10 milliards d'euros aux banlieues. En 2012, la Cour des comptes déclarait que les plans banlieues étaient devenus une machine sans compteur. 10 ans plus tard, les derniers événements dramatiques ont montré que la politique de la ville reste un échec, Philippe. Oui, Cécile. Et d'ailleurs, comment ne pas se poser la question qu'avec près de 100 milliards investis dans les banlieues depuis le premier plan qui datait de 1977, c'était sous Valéry Giscard d'Estaing, les problèmes n'aient fait qu'empirer avec un taux de chômage 2 fois plus élevé par rapport au reste de la France et où 14% de la population est en situation d'illettrisme. Est-ce que pour vous, plutôt que de mettre encore de l'argent dans un énième plan banlieue, il ne faudrait pas revoir les méthodes, bref, tout refaire, ou est-ce qu'il faut continuer à mettre de l'argent? Dans tous les cas de figure, on attend vos appels au 0826 300 300. Et on a fait appel à un expert qui est avec nous, Farid Temsamani est là avec nous, porte-parole de Banlieue Plus. Bonsoir, merci d'être avec nous. Philippe Bilger, d'abord un tour de table, si vous permettez, Farid. Ce tour de table de cette injecter sans véritable politique. En effet, je vais avoir un point de vue brutal et rapide, je l'espère. C'est pas votre genre. Non, mais je serais ravi si Farid, pardon, je voudrais pas écorcher votre nom, m'apportait une réplique pertinente. Hein. J'ai bien conscience que je vais être un peu péremptoire. D'abord, j'ai l'impression qu'on ne fait que ça. Injecter de l'argent dans les banlieues. Deuxième élément, je ne suis pas sûr que cet argent, même s'il est bien utilisé, soit le remède qui permettra de guérir le mal qui peut apparaître inguérissable dans certaines banlieues.
le trafic de drogue est en train de permettre l'emprise d'une minorité sur une majorité de gens. Troisième élément, et quatrième, pardonnez-moi, j'ai le sentiment que lorsqu'on met en œuvre une politique cohérente, eh bien, à intervalles réguliers, des émeutes, des crises viennent détruire ce qui était fait pour les banlieues. On en a eu un exemple, ce qui me laisse penser que peut-être les banlieues, dans leur part négative, ne désirent pas vraiment ces avancées et ces progrès. Et enfin, je termine là-dessus, la banlieue, c'est comme la vie, en réalité. Malgré l'état de certaines banlieues, il y a des réussites exceptionnelles, des destins exemplaires, comme chez nous, comme ailleurs. Et donc, je me demande si on a raison de focaliser en permanence sur les banlieues en disant, au fond, c'est terrible. Elles ont peut-être les mêmes réussites et les mêmes dégradations que pour le commun des gens. Tom Collan. Oui, moi a priori effectivement ça me semble pas du tout être le sujet en réalité. Ça l'était sans doute, ça l'est sans doute encore en partie, mais moi en tout cas de ce que je vois et de ce que je pratique également, parce que je connais bien notamment la partie nord de ces banlieues entre guillemets, même si ça veut un peu rien dire, parce que si vous allez au Vésinet, dans les Yvelines ou à Saint-Denis, c'est quand même deux expériences assez différentes, pourtant c'est bien deux banlieues, donc il faut aussi un petit peu raffiner plutôt qu'utiliser ce terme-là. Mais effectivement, il y a un développement, par exemple, des transports prodigieux. Vous prenez la ligne 14, la ligne 12, là, qui se sont prolongés dans le nord de Paris. Donc, par exemple, dans certaines banlieues, c'est d'ailleurs très bien. Beaucoup de quartiers ont été rénovés. C'est des villes et des coins qui sont très attractifs. Moi, je trouve, en tout cas, pour des gens, moi qui ai connu d'autres coins, d'autres banlieues, pour le coup, je trouve que c'est des coins qui sont attractifs, en tout cas pour certains. En revanche, effectivement, il y a un problème. Ça me semble quand même assez évident, également dans ce que je pratique, dans ce que j'ai pratiqué, de mixité. Notamment de mixité sociale. Ça me semble assez évident. Concentrer les problèmes, concentrer les difficultés ou concentrer même la pauvreté, quel que soit le type de difficulté, si j'ose dire, qu'on peut rencontrer, ça me semble jamais être bon. Mais d'ailleurs, moi je le vois très bien, il y a un séparatisme aujourd'hui social, il y a des ghettos de riches et des ghettos de pauvres. On va dire, vous allez au Batignolles à Paris, vous allez dans le 11e, qui sont des quartiers populaires, ça me fait bien marrer. Ça fait bien longtemps qu'ils sont plus populaires, à 14 000 euros ou 13 000 euros le mètre carré. Vous pouvez repasser. Parce qu'il y a encore des gens qui considèrent qu'ils habitent dans les quartiers populaires dans le 11e. Mais donc voilà, il y a des ghettos de riches, il y a des ghettos de pauvres. Et ce séparatisme, c'est ça qu'il faut combattre. Et remettre de la mixité partout. Joseph Touvenel, former de l'argent. Il faut remettre les choses dans l'ordre. La première des choses, c'est quand on nous dit qu'il y a des zones de non-droit, et effectivement il y a des zones de non-droit, c'est-à-dire où la police ne peut pas rentrer sans être elle-même protégée par la police, où les pompiers ne peuvent pas rentrer, où les médecins ne peuvent plus rentrer, du coup les quittent. La première des choses, c'est remettre un ordre normal et la sécurité. Après, sinon qu'est-ce qu'on fait ? On le voit, on balance de l'argent, on dit j'ai mis tant de millions, c'est très bien, je suis content. À quoi ont-ils servi ? Une partie est partie en fumée, une partie est détournée, faut pas non plus se voiler la place. Il y a quelqu'un que j'apprécie qui s'appelle le général Pierre de Villiers, que j'ai vu il y a quelques jours. Il s'occupe des banlieues comme d'autres. Que dit-il ? Je n'ai aucune confiance dans les hommes politiques. Je les ai vus, je les ai rencontrés, quel que soit leur parti, etc. Je n'ai plus confiance dans ces gens-là. Et puis, nous sommes dans une société qui se bâtit sur le matérialisme. Et ça, c'est pas la bonne réponse. Oui, on a besoin d'avoir des biens matériels. Oui, on a besoin d'avoir des transports. Oui, on a besoin d'avoir une école. Oui, on a besoin d'avoir une poste. Mais enfin, en province, dans nos campagnes, je connais bien des territoires où il n'y a plus de transport, il n'y a plus de poste, il n'y a plus d'école. Et j'ai pas vu qu'ils mettaient le feu. Il y a plus de mixité, précisément. Il y a peut-être plus de mixité sociale. Et puis il y a un dernier point quand même. Le rôle négatif, et je ne le confonds pas avec l'islam, mais le rôle négatif de l'islamisme n'est pas à négliger. Parce que eux, leur rôle, c'est de mettre le feu aux banlieues, c'est de déclencher la haine, de dire que la France, c'est mal, c'est mauvais, c'est pas bon, c'est pas bien. Et ça entraîne des jeunes dans quelque chose qui est mortel pour notre société. Farid Temsamani, alors vous avez une espèce de spectre assez large. Oui. Qui va du Vésinet à la Courneuve. Exactement. En passant par les Batignolles. C'est ça. Plus sérieusement, beaucoup de choses ont été dites. Si je peux me permettre, on parle de quoi ? On parle d'individus, d'êtres humains qui vivent dans des territoires qui sont autres que la France, que ce soit en métropole,
mais également dans les territoires d'outre-mer. Puisqu'on oublie, on néglige très souvent, mais il existe également des quartiers populaires, dits quartiers populaires, pour pas appeler ça la banlieue, effectivement, également dans les territoires d'outre-mer. On a évoqué un certain nombre de chiffres. Moi, ces chiffres-là, en fait, pardonnez-moi, je voudrais juste un peu les corriger. On parle de 10 milliards par an, si je ne dis pas de bêtises. Vous savez quel est le budget que l'État français consacre à la politique de la ville en France ? Par an, la loi de finances de 2023, on n'invente pas, qui est votée, c'est 150 millions d'euros. Pour un peu plus entre 5 et 6 millions d'habitants. Ce qu'on le confond très souvent, dans ces milliards, et effectivement vous avez raison de rappeler ces milliards-là, c'est ce qu'on appelle la rénovation urbaine. C'est l'ANRU. Oui. L'ANRU, c'est quoi? Ce sont des gens, comme vous et moi, qui sont soit copropriétaires, soit locataires, qui payent des charges. Donc cet argent-là, en fait, d'une certaine manière, tous les 10 ou 15 ans, quand on refait la façade de son immeuble ou de ses fenêtres, moi ça me paraît tout à fait logique. Pour revenir sans rentrer, je ferme la parenthèse sur le détail. Les détails du chiffre, etc. On a accumulé un certain nombre de tares, faut le dire, dans notre pays concernant ces territoires-là. On l'a évoqué tout à l'heure, l'aspect culturel, pour pas parler de religion, mais c'est une réalité, par exemple. L'habitat, la non-mixité d'un certain nombre de territoires. On a mis, vous savez, presque 30 ans, le plan de Jean-Louis Borloo, il date de 2003, si je ne dis pas de bêtises. On a presque mis 30 ans, puisqu'on a évoqué tout à l'heure les premières. L'ANRU, c'est 20 ans, oui, c'est ça. C'est presque, voilà, c'est plus de 20 ans pour dire, ah bah finalement, peut-être qu'on va peut-être rénover un peu plus les immeubles. Or, vous avez des bailleurs, pas forcément publics d'ailleurs, des bailleurs privés et publics, qui se font un beurre extraordinaire sur ces habitants-là. Et la difficulté, c'est que ça n'a jamais été, et je le dis humblement, mais ça n'a jamais été une priorité politique, quels que soient les gouvernements qui se sont succédés. On a fait des plans, parce qu'on fait ce qu'on appelle de l'artifice quand ça pète, malheureusement. Eh bien, on va saupoudrer ici ou là, etc. Moi, ce que j'appelle, ce que l'on souhaite véritablement, c'est qu'on prenne la mesure que quand ça pète dans les banlieues ou dans les quartiers populaires, ça ne concerne pas uniquement ces habitants-là. Ça concerne l'ensemble de notre pays. Lorsque vous êtes à l'étranger... Les banlieues, c'est dans toutes les villes, hein. C'est à Toulouse, c'est à Bordeaux, c'est à Lille, c'est à Strasbourg. Moi, j'ai des amis qui m'appellent de l'étranger, qui vivent aux États-Unis, qui vivent en Australie, qui me disent mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait vraiment mal. Maintenant, il y a un certain nombre de tares. Soit on fait ce qu'on a fait depuis 20 ans, 30 ans, c'est-à-dire qu'on va faire de l'affichage, on va mettre de l'argent, très mal utilisé. Oui. Les différents rapports de la Cour des comptes, ils sont pléthores. C'est pas une nouveauté. La politique de la ville de notre pays est un échec. C'est pas critiquer qui ce soit. Une fois qu'on a fait ce constat, c'est quoi les Exactement. solutions? Qu'est-ce que l'on fait? Moi, ce que j'appelle au plus profond, c'est que ça soit une véritable cause nationale. Mais cause nationale, pas que pour l'argent. Parce qu'en réalité, vous savez, à Bercy, les inspecteurs des finances maîtrisent parfaitement le sujet, savent exactement, à peu près calibrer, combien de parts du PIB il faudrait mettre pour que, non pas sur une année, mais sur peut-être 1 à 2, 3 décennies, peut-être corriger la chose. Mais la réalité, c'est que ça n'a jamais été une volonté politique, que ça soit sous notre président actuel, mais également précédemment. Mais il faut que ça dépasse que l'argent. Il faut vraiment prendre en conscience que si on veut avoir, in fine, une cohésion nationale, parce que la cohésion nationale, ça ne se décrète pas, c'est une conséquence d'un certain nombre d'actions. Si on veut vraiment ça, eh bien, il faut qu'on se retrousse les manches. Et j'ai pas l'impression qu'on soit dans cette logique. Pour qu'on comprenne bien, les mesures, une première mesure qui, pour vous... Je vais vous choquer. Moi, il y a une mesure qui me parle beaucoup, qui concerne l'habitat. J'ai grandi dans un quartier qui s'appelle le Val-Fouré. Le Val-Fouré, c'est Mantes-la-Jolie. C'est quoi? C'est comme dans d'autres quartiers de France, c'est un certain nombre d'habitats qui ont été construits dans les années 60-70 pour soit des cadres à l'époque. À Mantes-la-Jolie, c'était essentiellement pour les cadres, puis ensuite des ouvriers qui se sont complètement dégradés. Quand vous avez des habitats qui ne sont pas positionnés, qui ne sont plus conformes, et que vous avez des familles, et là on peut revenir sur l'aspect sociologique et même culturel des choses, où vous avez 5-6 enfants par famille, ou dans un 50-60 mètres carrés. Vous pensez sincèrement qu'avec les dégradations qui existent, ou que ces gens-là, ces habitants-là vont pouvoir s'épanouir ou quoi que ce soit? Bien sûr que non. Et là, je n'ai pas évoqué l'éducation nationale, je n'ai pas évoqué, puisqu'il faut aussi en parler, même si c'est un tabou, le problème du rapport à la police et à la justice également, etc., etc. Donc moi, ce que j'appelle de mes vœux, c'est que notre pays prenne véritablement conscience que c'est un sujet qui n'est pas facile, qui est lourd, mais dont les conséquences touchent l'ensemble des Français. Et on a évoqué tout à l'heure le monde rural, qui souffre tout autant
voire parfois même beaucoup plus, avec beaucoup moins de moyens. Le département le plus pauvre de France, c'est la Creuse. Complètement. C'est pas la Seine-Saint-Denis. Voilà. Mais tout le monde pâtit des conséquences de ces émeutes-là, etc., etc. Et si nous ne faisons rien, vous savez, les émeutes, elles sont de plus en plus violentes, on le voit, on les a vues malheureusement ces derniers jours, mais surtout, elles vont revenir. Elles vont revenir. Alors, aujourd'hui, on en parle un peu plus. Pourquoi ? Parce qu'elles se sont déplacées. Elles étaient à l'époque très concentrées dans les quartiers populaires. Aujourd'hui, on s'aperçoit de quoi ? C'est qu'en fait, elles sont à peu près dispersées sur la France et surtout, elles touchent maintenant les centres-villes. Les pillages, etc., ça ne concerne pas les quartiers, que les quartiers populaires. On part au 0826 300 300 avec notre vraie voix du jour du Lot-et-Garonne. Là, c'est vraiment la France périphérique, comme on dit, la France rurale. Rebonsoir, Paul. Oui, bonsoir à tous. Ben, moi, justement, je voulais faire un parallèle avec la ruralité. Moi, j'habite dans un petit village, il faut une voiture. Le médecin, il a 8 km. Il y en a un pour je ne sais pas combien d'habitants. Donc, pour avoir un rendez-vous, des fois, c'est 3 semaines. Pour avoir un spécialiste, c'est 1 an. Et on ne casse rien, on ne brûle rien. À un moment donné, moi, je pense qu'il faudrait prendre vraiment le problème à bras le corps et foutre des bulldozers, raser toutes ces barres d'immeubles-là. Et ensuite, les gens, on les disperse. Et ceux qui veulent s'intégrer, s'intègrent. Ceux qui veulent casser, ils dégagent. Et il faudra les traiter comme ils sont. C'est-à-dire, si c'est des délinquants, il faudra les traiter comme des délinquants. Et ainsi de suite. Parce que nous, on a vécu une chose en zone rurale. Quand ils ont dédoublé les classes dans les zones prioritaires, on a été obligé de faire des regroupements pédagogiques parce qu'il manquait d'enseignants. Donc, on a des classes à 35 en zone rurale. Personne ne se plaint. Les gosses, ils prennent le bus parce que l'école du village, elle n'existe plus. On a fait une école au niveau communal. Et tout est à l'avenant. Et aujourd'hui, la ruralité, elle souffre en silence. Et quand les habitants de la ruralité voient ce qui se passe en banlieue, parce qu'on comprend que ça va mal dans les banlieues. Moi, ça, je l'entends. Mais je ne comprends pas pourquoi on va cramer des écoles. Ça sert à quoi? Ils ont quoi dans le cerveau, ces jeunes? Restez avec nous, Paul. Merci pour votre témoignage. Philippe Bilger, dans le micro. Pardon d'être à nouveau simpliste, mais il me semble que dans votre analyse, je ne discute pas sa pertinence. Je ne vis pas dans un quartier populaire ni dans les banlieues. Est-ce que vous n'occultez pas le problème d'une minorité qui, sans moralité, étouffe et gangrène les lieux où l'État fait beaucoup? Je veux dire, est-ce que l'argument de notre auditeur n'est pas absurde? Dans des situations comparables, eh bien, il y a des vies, des quotidiennetés qui se déroulent à peu près correctement et d'autres non. Est-ce que ça n'est pas un problème moral? Est-ce que dans ce lot de cette minorité, il n'y a pas malheureusement des Français ne se considérant pas comme des Français et ne vivant pas comme un cadeau, ce qui est fait pour eux? Vous avez forcément un peu raison. Moi, je suis pas dans l'opposition des quartiers populaires et du monde de la ruralité. Pour une raison très simple. Paul est touchant, c'est vrai. Mais c'est complètement vrai. On peut pas le nier. Aujourd'hui, moi qui adore mon pays, lorsque je me balade et lorsque je vais dans un certain nombre de territoires, vous avez un certain nombre de fléaux qui sont quasiment les mêmes que dans les quartiers populaires. Néanmoins, ça touche beaucoup moins de personnes en termes de population, de nombre, et les fléaux se sont cumulés. Ça touche peut-être le même nombre de personnes, voire plus, mais beaucoup plus ventilés sur le territoire. Exactement. Et donc, du coup, la concentration est moindre, d'une certaine manière. Là, vous avez raison. Bien sûr, piller, voler, c'est un problème moral avant tout. Et ça, c'est pas une question de quartier populaire ou pas quartier populaire. C'est un problème d'éducation, de moralité. Vous avez complètement raison là-dessus. Mais lorsque vous empilez les difficultés, et c'est là-dessus qu'il faut bien mesurer, lorsque vous empilez les difficultés, il faut s'attendre effectivement qu'une minorité puisse déborder, même si c'est... En fait, il faut régler les problèmes les uns derrière les autres. Tout à l'heure, je voulais rebondir sur ce que disait l'auditeur. Il a complètement raison sur une chose. Je n'ai pas terminé tout à l'heure sur l'habitat, par exemple. Moi, je pense qu'il faut à un moment donné avoir l'honnêteté et le courage de dire que à partir de telle densité, nous ne pouvons plus, et donc du coup détruire ce qui a pu être fait lorsque des élus le font correctement et malheureusement vous avez un certain nombre d'élus par clientélisme qui ne le font pas parce que justement détruire un certain nombre de barres d'immeubles, c'est détruire un certain nombre d'électeurs. Et donc du coup je pense qu'à un moment donné il faut que l'État prenne ses responsabilités. Les écolos aussi qui sont contre. 0826 300 300. Sonia veut réagir. Bonsoir Sonia. Bonsoir Sonia de Paris.
Sonia, oui, oui, on vous écoute. Bonsoir. Oui, alors, bonsoir. Moi, je suis issue de l'immigration. Je suis fille d'immigrés. On était 8 enfants. On a tous réussi. On a vécu dans une cité. Moi, monsieur, je sais pas, c'est Farid Temsamani. Oui, votre discours, il est entendu, réentendu. Ça allait dans les années 80, 90, 2000. Mais la victimisation de ces personnes-là, ça suffit. Quand vous dites qu'il y a des personnes qui vivent dans 50 mètres carrés, qui ont 6 enfants, excusez-moi, moi j'ai fait 2 enfants parce que j'avais 50 mètres carrés, j'en ai pas fait 6. Donc à un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Les parents, faut qu'ils se responsabilisent. Quand ils ont un appartement qui fait 50 mètres carrés, eh ben ils font 2 enfants, ils en font pas 6 pour bien les élever. Donc maintenant, cette victimisation constamment oui, ils sont mal, il n'y a pas l'école, il n'y a pas les appartements, ça suffit. Moi, j'ai tout eu en France, j'ai tout eu. On a tous réussi, on a vécu dans une cité et on faisait nos devoirs sur la table de la cuisine. Merci Sonia. Restez. Vous faites pas en sorte, au lieu d'appuyer sur le fait que c'est des racailles qui foutent le bordel et qui n'ont pas envie d'aller à l'école. Vous êtes en train d'abonder dans leur centre. Donc on est plein de Maghrébins maintenant qui pensent comme moi. On en a marre de la victimisation. Avançons. Merci Sonia, merci de rester avec nous. Farid, on est très en retard, mais je suis obligée de vous laisser répondre. Bon, je pense qu'elle a mal interprété mon propos. Oui. Je suis absolument pas dans la victimisation. Oui, je dénonce principalement justement la victimisation. Là où il y a une réalité, c'est que le sentiment d'appartenance à notre pays, il existe de moins en moins. Et ça, c'est un véritable sujet. Vous restez avec nous, Farid. On fait une petite pause. On revient dans quelques instants. Ça sonne énormément au standard avec Pierre qui nous appelle de Montpellier, 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 19h avec Les Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est un sujet important ce soir dont on parle avec Tom Conans, Joseph Touvenel et Philippe Bilger et notre invité qui est toujours avec nous. Et merci en tout cas d'être avec nous. Et nous avons au 0826 300 300 déjà Farid Temsamani qui est avec nous, porte-parole de Banlieue Plus. Et ça sonne énormément. Et on revient sur cette politique de la ville, réinjecter de l'argent, ce que propose Emmanuel Macron. Est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que finalement ça sert vraiment à quelque chose? Avec une réaction de Pierre qui nous appelle de Montpellier au 0826 300 300. Bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Je voulais d'abord dire que j'entends beaucoup de haine sur les radios de toutes parts et c'est extrêmement désolant. Donc pour expliquer à toutes ces personnes... Sud Radio, Pas chez nous en tout cas. Si, les gens qui appellent sont de toutes parts sont assez haineux. Et je vais rappeler un petit peu à toutes ces personnes... Ils ne sont pas haineux, ils sont en colère. Mais bon. Oui, mais bon. Bon, après, on vous écoute, Pierre. Allez-y. Non, je vous en prie. Je voudrais rappeler à toutes ces personnes le sens des chiffres et donner des ordres de grandeur. En 60 ans, la population française a été multipliée par 2 et la population mondiale par 3. Ah non, excusez-moi, en 60 ans, la population française n'a pas été multipliée par 2, puisque la population française était de 56 millions d'habitants en 1975. Donc, 60 ans, ça ramène 15 ans avant. En tout cas, la population mondiale a été multipliée par 3. La population mondiale, oui. Et en 2022, il y a à peu près 500 000 personnes qui sont arrivées sur le territoire français. Et 500 000 personnes, pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent ce que ça représente, c'est exactement la population de la ville de Lyon. Donc, si vous êtes capable de m'indiquer quelle est la nouvelle ville qui vient d'être créée en 2022 et qui a la même taille que Lyon, dites-le-moi, mais en fait, il n'y en a pas. Donc, en fait, le président Macron cherche à comprendre l'origine du problème. Bien, la cause, c'est le surnombre de la population mondiale. Toutes ces personnes ont une légitimité à essayer de mieux vivre. Et l'endroit où ils viennent, c'est l'Europe. C'est assez naturel, c'est le territoire le plus proche de l'Afrique, qui a suffisamment de biens matériels pour les accueillir. Donc, en fait, cette année, du fait de ces 500 000 personnes, pour les loger, pour avoir les infrastructures nécessaires pour leur permettre de vivre, eh bien, il faut injecter 40 milliards à peu près. Et je propose à un économiste de venir débattre et de poser le chiffre, mais c'est à peu près ce qu'il faut pour trouver du logement, pour trouver des infrastructures, des transports, des hôpitaux, des écoles, etc. Restez avec nous, Pierre, si vous permettez, parce qu'on a très peu de temps et on a des réactions. Bougez pas, Pierre, restez avec nous. Globalement, sur ce sujet, moi, d'abord, j'ai bien apprécié ce qu'a dit Sonia. Il se trouve que je suis d'une famille de 7 enfants.
Donc je sais ce que c'est que d'être à plusieurs dans la même chambre, etc. Et on n'est pas devenu délinquant. Je crois à la politique de aide-toi, le ciel t'aidera. Et quand je vois ces gamins qui vont au hall le matin, j'en parle parce que moi, quand j'ai 16 ans et demi, j'allais au hall le matin pour bosser. Et il y en a aujourd'hui qui y vont. Eux, on va pas leur payer leurs vacances. Eux, ils iront pas au ski. Eux, ils iront pas à la mer. Je trouve ça absolument injuste. Alors, il faut remettre un peu de justice dans le système. Et ceux et celles qui font l'effort de s'aider, de s'en sortir, même quand ils viennent dans des conditions plus difficiles que d'autres. Mais globalement, en France, quand je compare aux autres pays, on a beaucoup de chance d'être en France. Ouais. Eh bien, ceux-là, on doit encore les aider parce que c'est montrer la reconnaissance de l'effort. Et non pas que celui qui ne fait rien et qui part en vacances, qu'on retrouve au sport d'hiver, ce qui n'a pas les moyens de se payer, celui qui travaille. Le mot de la fin. Je confirme qu'on a beaucoup de chance de vivre dans notre pays. Néanmoins, on a quand même une dégradation de la situation. On parlait tout à l'heure du monde rural et des infrastructures publiques. Imaginez que dans les quartiers populaires, c'est la même chose. On a fait un effort que ces 10 dernières années sur les transports, par exemple. Vous aviez des territoires qui étaient complètement enclavés dans notre pays. Et donc ça, ce sont aussi des réalités. Moi, ce que je dis, tout simplement, et pour terminer, c'est que soit on fait ce que, de manière émotionnelle, on pourrait faire, c'est-à-dire faire en sorte de les laisser dans la marginalisation. Oui. Et là, effectivement, ça va continuer. C'est la débâcle. C'est la débâcle, c'est-à-dire tous les 5-10 ans, pour pas dire... on va avoir des émeutes, beaucoup moins en fait. On va avoir des émeutes qui vont exploser. Soit on se dit, en fait, nous sommes dans le même bateau et réfléchissons pour ne pas faire les mêmes erreurs que ces 30-40 dernières années sur la politique de la ville pour que nos petits-enfants n'aient pas à gérer encore ce problème-là. Merci beaucoup Farid Temsamani, porte-parole de Banlieue Plus. Merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés dernièrement, à Pierre, à Sonia et encore tous ceux qui nous ont appelés au 0826 300 300. Philippe Bilger, merci beaucoup. Tom Conan, merci beaucoup. Joseph Tousnel, merci beaucoup. Dans un instant, on prend une petite bouffée de joyeuse. Les vrais voix responsables, on va vous proposer des vacances différenciantes. Allez, à tout de suite et merci de nous écouter. À tout de suite.